c'est un livre qui me trottait dans la tête depuis des années. Je voulais comprendre, selon vous vous souvenez, la une du Figaro Magazine, comment on en est arrivé là. Et j'essayais de comprendre ça, j'essayais de remonter le temps. Et en fait, j'ai compris finalement que nous avions vécu et que nous vivions encore dans une période authentiquement révolutionnaire. Le paradoxe de la France, c'est qu'elle a complètement sacralisé la révolution de 1789, que du coup, elle sacralise tous les phénomènes révolutionnaires. Et que la grande nouveauté de notre époque, c'est que d'habitude, les révolutions l'emportent, renversent les pouvoirs et assument le pouvoir, et en général, ça se finit en catastrophe. C'est toute l'histoire depuis 1789. Et puis, il y a un nouveau pouvoir qui essaye de rétablir l'ordre, l'autorité, et qui est de nouveau renversé. Là, nous avons connu ça jusqu'en 1958 avec le général de Gaulle. Et l'originalité de notre époque, la spécificité de notre période, c'est que nous ne sortons jamais de notre période révolutionnaire dans laquelle nous vivons encore, tout simplement parce que la dernière révolution en date a échoué. C'est tout le paradoxe français, c'est-à-dire que mai 68 a été la dernière révolution en date, une espèce d'ailleurs de parodie des journées révolutionnaires du passé, à laquelle le général de Gaulle a lui-même répondu par une parodie de contre-révolution. J'ai coutume de dire que quand il va à Baden-Baden voir le général Massu, il fait exactement comme Louis XVI a voulu faire en étant arrêté à Varennes seulement. Sauf que cet imbécile de Louis XVI n'avait pas d'hélicoptère, il n'a pas pensé à prendre l'hélicoptère, alors que le général de Gaulle était beaucoup plus intelligent et il a pris l'hélicoptère. Et donc il n'a pas été arrêté à Varennes. Mais sinon, c'est exactement la même logique. Il va voir l'armée qui est en Allemagne, exactement comme l'armée prussienne, qui est là-bas, qui est l'armée des immigrés qui est à la frontière de l'Est, et il veut être sûr que l'armée ne l'abandonnera pas. Donc tout ça est un jeu en même temps, parce que finalement, ce n'est pas réel, vous comprenez? Et ce n'est tellement pas réel que les révolutionnaires, pour une fois, perdent. Puisque mai 68 échoue, qu'il y a la dissolution, que l'Assemblée nationale est une majorité introuvable de droite, etc., etc., et que Pompidou succède au général de Gaulle. Mais, justement, c'est cette défaite politique qui permettra la victoire culturelle de l'idéologie portée par les 68A. Idéologie portée par les 68A, ils ne savent même pas quelle idéologie ils portent vraiment. C'est le deuxième paradoxe. Ils croient porter une idéologie marxiste, communiste, révolutionnaire, d'extrême gauche. Ils ne savent pas que derrière leur discours, leur logorée, je devrais dire, c'est même pas un discours, leur logorée marxisante, ils vont faire le lit d'un nouveau capitalisme. Ils ne savent pas que leur exaltation de l'individu roi va permettre au marché de détruire les dernières résistances de la société, c'est-à-dire la famille, l'État, la nation. Ils ne comprennent pas ça tout de suite. C'est ça, tout ça est très, très enfumé, très paradoxal. Et c'est pour ça que leur défaite politique va se transformer en victoire culturelle, et c'est ce que vous dites, en reprenant ce que j'appelle mes 3D, c'est-à-dire déconstruction, dérision, destruction. Qu'est-ce que c'est que la déconstruction? La déconstruction, c'est très simple, c'est d'abord une théorie intellectuelle qui date des années 60, avec des gens comme Deleuze, comme Guattari, comme Foucault. Qu'est-ce qu'il nous explique? Je fais évidemment très simple. Il nous explique que tout est social, tout est une construction. La famille, la nation, l'État, même le sexe, hein, puisqu'on arrive aujourd'hui au dernier stade de cette déconstruction, c'est le sexe. Donc, on n'est pas homme, on ne naît pas homme, N-A-I-T, on le devient, selon le mot célèbre de Simone de Beauvoir. Donc tout est social, tout est dans le regard de la société. Donc évidemment, si tout est construit artificiellement, même nos corps, vous imaginez bien que tout peut être déconstruit. Puisque cette construction, dans cette philosophie, cette construction est forcément
au bénéfice des puissants et forcément au détriment des faibles, des femmes, des immigrés, etc., etc. Ça, c'est une première chose, la déconstruction. Donc tout doit être déconstruit. Et comment? Parce que ça, vous comprenez bien que ça va toucher 200 personnes, 200 intellectuels, et que tout le monde s'en fout. Sauf que, et c'est là où, c'est ça qui m'a passionné à écrire, sauf que ce message de déconstruction va se répandre dans la société par la dérision. C'est-à-dire qu'il va y avoir une machine médiatique, artistique, intellectuelle, de chanteurs, d'acteurs, de politiques, même de metteurs en scène, même de sportifs, vous voyez, toute cette petite élite qui va se répandre dans les médias, qui va se répandre, qui va endoctriner la population et qui va répandre par la dérision la déconstruction. Et donc tout va être passé à la moulinette de la dérision. C'est, si vous voulez, les années 70. On peut résumer les années 70 à une entreprise fantastique de dérision de tout ce qui était jadis sacré. Et à partir du moment où tout est tourné à la dérision, eh ben, tout sera détruit. Ça, c'est la période suivante. À partir des années 80, 90, 2000, on le voit aujourd'hui. Alors évidemment, cette période de la dérision, ça commence par, si vous voulez, des gens de grand talent, qui ont, il faut une force incroyable, vous comprenez bien, pour détruire un vieux monde, uniquement par la dérision. Vous avez vu dans le livre, le personnage le plus fantastique de cette période, c'est Coluche. Coluche, je crois, est le plus grand comique de la deuxième moitié du XXe siècle. Il a une force truculente inouïe et il va dynamiter la vieille société pour accoucher du nouveau monde 68-là. Et d'ailleurs, ça m'a frappé en écrivant ce livre, je ne l'avais pas remarqué à l'époque, quand il se présente à la présidentielle, en 1981, son comité, si vous voulez, d'intellectuels autour de lui, ce sont tous les intellectuels de la déconstruction. Il y a là Deleuze, Guattari, il y a là Foucault, etc. C'est assez extraordinaire. Et là, il y a une rencontre, c'est-à-dire qu'eux ont compris qu'il était leur agent qui allait accoucher de la nouvelle société complètement déconstruite. Bon. Il faut bien comprendre que c'est ce qui permet aussi à ces années 70 d'être un oasis de liberté. Parce que l'ancien monde, la société rurale, catholique, hiérarchisée, ne tient plus rien. Mais elle ne le sait pas encore. Et le nouveau monde, c'est-à-dire le nôtre, avec les nouveaux pouvoirs, on va en parler tout à l'heure, c'est-à-dire ce que j'appelle les nouveaux curés, hein, les antiracistes, les féministes, les LGBT, tous ces gens-là qui nous disent comment il faut parler, comment il faut nous conduire, comment il faut nous comporter, hein, c'est nos nouveaux curés. Eh bien, ceux-là n'étaient pas encore au pouvoir. Donc évidemment, il y a une période extraordinaire dans les années 70 où tout est possible, où tout peut être dit, puisque personne ne tient rien. D'ailleurs, les gens de Charlie Hebdo, Wolinski et Cabu en particulier, qui sont les plus talentueux, vous avez bien compris qu'ils sont morts parce qu'ils ont cru qu'on était toujours dans les années 70. Ils n'ont pas compris, et ils n'ont pas voulu comprendre que le monde était en train d'accoucher de nouvelles règles terribles, bien plus terribles que les anciennes du monde rural et catholique qu'on avait abattu. Mais c'est une autre histoire. Et eux, ils n'ont pas voulu admettre ça. Ils en sont morts. Vous comprenez, on ne rigole pas avec l'histoire. Et donc, quand arrivent les années 80 et 90, que le vieux monde a été abattu, ben, il est temps de prendre le pouvoir. Et là, je pense que vous aurez d'autres questions, c'est les nouveaux pouvoirs, c'est-à-dire Canal+, c'est-à-dire SOS Racisme, c'est-à-dire les nouveaux lobbies communautaires comme le CRIF ou les lobbies comme LGBT, vous voyez, tous ces gens-là qui commencent à s'organiser sur les ruines de la vieille société
famille, État-nation, Église, etc. Alors évidemment, on ne va pas rentrer complètement dans le détail, il faut que le public, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre d'Éric, se le procure. D'ailleurs, tout est prévu pour ça, je crois. Après, il y a en particulier beaucoup d'illustrations extrêmement concrètes et extrêmement savoureuses et amusantes dans la chanson populaire, la chanson française qu'on a aimée, parce que c'est la chanson de nos 20 ans, en fait, avec Michel Delpech, bon, et c'est vrai que relu avec votre clé de lecture, c'est absolument incroyable. Il célèbre une déconstruction joyeuse, sur une harmonie qui est séduisante. Exactement. Mais il chante le divorce avec une espèce de plaisir. Absolument. Et en fait, quand on relit ça, effectivement, 30 ans après, on se dit, mais c'est absolument incroyable. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Ben, si vous voulez, les chansons, c'est fondamental. Vous savez que les historiens aujourd'hui disent que les chansons populaires qui moquaient Marie-Antoinette, Louis XVI, etc., ont été essentielles dans la genèse de la Révolution française pour désacraliser les personnes royales. Ben là, c'est exactement la même chose. Les chansons sont essentielles pour désacraliser, et donc pour déconstruire, selon ma terminologie, pour désacraliser les notions sacrées. Ce ne sont plus les personnes, mais ce sont les notions. Et derrière les notions, il y a des personnes, évidemment. Pour ne pas parler de la petite Lily avec Pierre Perret, on a pleuré sur le sort de cette petite Somalienne. Ce qui veut dire que tous les Français sont racistes, tous les Français sont méchants. C'est toujours la même logique. C'est toujours la même logique. Il y a des minorités qui souffrent, qui sont victimes d'oppresseurs. Et l'oppresseur, c'est l'homme blanc occidental. Voilà. Il est homme, il est blanc, et donc il est méchant. Il est raciste, et il est misogyne, et il a toutes les tares possibles. Et donc il doit être abattu.